Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Valérie Corré. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes mariée, mère de 3 enfants. Oui. Et vous avez publié un ouvrage aux éditions Au Verseau qui s'intitule Sois gentille. Ouvrage dans lequel vous témoignez de l'inceste que vous ont fait subir votre père et votre oncle dès l'âge de 6 ans. Un livre très poignant. On va revenir sur ce témoignage. Mais comme le veut l'habitude dans cette émission, vous allez nous lire un texte. Alors j'ai choisi le texte Ecclésiaste 3, un texte de la Bible. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Quand on a lu votre livre, on trouve que le texte est effectivement un bon résumé, puisque vous êtes passé par tous ces temps. Par tous ces temps, effectivement. Et le livre, le témoignage, en fait, parle de temps. C'est une question de temps, puisqu'il a fallu un temps pour se taire et ensuite un temps pour parler. C'est vrai que c'est presque l'intrigue. On se dit, mais est-ce qu'elle va enfin raconter ce qu'elle a vécu? Alors, on va revenir justement sur ce témoignage. Sois gentille, c'est le titre de votre livre, mais c'est aussi ce que votre propre père et votre oncle vous intimaient pour que vous les laissiez faire, pour que vous vous laissiez faire par eux dès l'âge de 6 ans. C'est incroyable. Alors qu'à 6 ans, j'imagine, on a la confiance aveugle dans ses parents. Oui. Comment? En fait, les parents, pour un enfant, un parent est toujours supposé être protecteur, être là pour nous soigner, pour nous guérir, pour nous écouter, pour nous encourager, nous consoler. Et là, en l'occurrence, c'était tout à fait le contraire. Donc, il y avait déjà confusion, dans l'esprit de l'enfant. Confusion parce que manque de repères, un manque total de repères. Donc, votre père, comme votre oncle, profitait des absences de votre mère pour vous faire subir ce qu'ils avaient à vous faire subir. Oui. Votre oncle même se proposait régulièrement de garder les enfants le week-end. Oui, il le faisait tout à fait. D'ailleurs, aux yeux de la famille, il était vu comme le bon samaritain. Et donc, c'était le gentil monsieur qui venait nous garder tous les week-ends pendant que mes parents faisaient construire un pavillon en région parisienne. Et moi, je savais ce qui m'attendait tous les week-ends. Et je le dis dans mon livre, chaque fois que je le voyais arriver, je courais dans la chambre, je me réfugiais sous mon lit, terrorisée, et parfois je pleurais. Et j'ai cette phrase longtemps qui a résonné en moi, même dans ma vie de femme, cette phrase que maman disait « Ah, mais elle pleure, mais elle ne sait même pas pourquoi elle pleure ». Et déjà, à l'époque, il y avait justement ce silence terrible qui était là, puisqu'il y avait la menace. Sois gentil, c'est aussi une menace, c'est surtout la menace. C'est en principe ce qu'on entend dans nos sociétés, les parents qui vont dire à leur enfant qui ne tient pas en place « Sois gentil ». Voilà, ça ne va pas forcément être une ambiguïté. Là, ici, c'est toute la complexité, justement, de l'ordre, puisque derrière le « sois gentil », il y a la menace, il y a la contrainte, et puis il y a forcément la peur.
Voilà. La menace, mais même parfois explicite. Hein. Explicite, je te tuerai ou... voilà, oui, c'est je si vais tu te tuer ou si tu parles, on ne te croira jamais, on te mettra chez les fous. Et dans l'esprit d'un enfant, les fous, c'est un autre monde. Déjà, on se dit, oulala, qu'est-ce qui va m'attendre, qu'est-ce qui m'attend. Et... De fait, votre père ne se contente pas de vous faire subir des violences sexuelles, mais aussi des violences physiques. Oui. Quand, vers l'âge de 8 ans, votre maman quitte le foyer familial parce qu'elle-même n'en peut plus de ces violences conjugales. Elle vous abandonne en quelque sorte, parce que c'est de cet ordre-là, puisque pendant 6 mois, vous n'allez pas entendre parler de votre maman. Voilà, tout à fait. Elle abandonne donc tous ses enfants. Vous étiez 4 frères et sœurs. Voilà, j'ai une sœur et 2 frères. Et je suis l'aînée de la fratrie. Et elle est partie... alors là, c'est pareil, je me dis, est-ce qu'en tant que victime d'inceste, on a une sensibilité à fleur de peau? Parce que déjà, à l'époque, j'avais senti qu'elle partait, qu'elle allait partir, qu'elle allait pas revenir. Ça, ce passage de ma vie avec elle a été très fort. Et pareil, c'est comme si c'était marqué au fer rouge, parce que je savais qu'elle allait pas revenir, qu'elle allait partir, mais pas revenir. Donc, voilà, une sensibilité très forte, déjà, très tôt. Et là, déchaînement pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, avec un père qui ne rapporte pas d'argent, qui du coup ne vous nourrit pas, qui s'imbibe d'alcool, qui vous abandonne quasiment la nuit de Noël dans la rue. Voilà. Oui, parce qu'il avait tellement bu, c'était un homme alcoolique, il avait tellement bu qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Et il espérait toujours jusqu'à la dernière minute ce soir de Noël que ma mère allait venir, qu'elle allait revenir, tout au moins pour nous, et elle n'est pas revenue. Et ça l'a mis dans une rage totale, et il nous a mis dehors. Il nous a tirés de nos lits, et il nous a mis dehors. Et on s'est retrouvés en petite tenue, en plein hiver, un soir de Noël. On entendait les gens autour qui faisaient la fête, et nous étions véritablement meurtris par l'absence de notre mère. Nous avions l'impression que nous ne lui manquions pas suffisamment, pas assez. Finalement, c'est les services sociaux qui vont venir à la rescousse, qui vont arracher ses enfants à ce père. Mais ça ne va pas être le début du paradis pour autant pour vous, parce que vous allez vivre cet enfermement dans une succession de maisons d'accueil pour enfants, comme... un autre enfer, une autre forme d'enfer. Voilà. En fait, c'était assez paradoxal parce que à partir là, vous avez 9 ans, hein, c'est ça? Oui. Et à partir du moment où on a été placé, au départ, moi, ma réflexion personnelle a été on va être libéré. Enfin, je vais être libérée de ce que mon père m'infligeait, de ce que mon oncle m'infligeait. Et puis. Dans le même temps, je me suis dit, mais attends, est-ce que ça va vraiment être une libération? Parce qu'on était quand même enfermés dans des murs, hein, dans un grand établissement où il y avait quand même de nombreux enfants à l'époque. Et on nous a séparés, hein, ma sœur, mes frères, nous avions été complètement séparés. Donc là, c'est en fait, là où je pensais que j'aurais retrouvé une certaine liberté, ça n'a pas été le cas, parce qu'il y a eu un enfermement. Un autre enfermement, en fait, ça a été un autre enfermement, psychologique, moral et à nouveau physique, puisqu'il n'y avait pas de possibilité de sortir. On est à la DAS comme on est à la SPA, on attend que les parents pensent un jour à venir vous rechercher, ce qui est assez humiliant et assez frustrant. Donc on est encore dans une attente et dans un silence et dans nos murs, en fait. On est, une fois de plus, dans nos murs, enfermés dans nos murs. Alors, vous décrivez très bien cette période, effectivement, à la DAS. 6 mois après, c'est finalement votre grand-père maternel qui va vous recueillir, lui et sa deuxième femme, que vous allez appeler Mamie. Oui. Et là, ça va être pour le coup un véritable changement de décor. Alors là, ça va être une grâce. Là, oui, c'est une grâce. Pour moi, ça a été... je ne le savais pas, hein, je ne le savais pas en allant les rejoindre, mais c'est là que ma vie, elle a eu un autre sens, quoi. Il y a eu une autre portée. Et j'ai eu la chance d'avoir ces 2 personnes, ce grand-père, cette grand-mère, qui m'ont appris plein de choses et qui m'ont appris la vie, qui m'ont montré les véritables aspects de la vie et l'amour surtout.
Et lorsqu'on se sent aimé, c'est vrai qu'on se sent revivre, on se sent ressuscité. Ça a été... oui, c'est une résurrection après avoir porté une très très lourde croix, sans jamais être vue et jamais être entendue. Là, oui, là d'un coup, j'étais vue, j'étais élevée dans des principes en même temps religieux, puisqu'ils m'ont amenée tout doucement à la foi. Donc oui, ça a été effectivement... ça a été régénérant, tout ça. Oui. Résurrection très progressive, parce que le petit oiseau était tellement j'étais dans ma peur pendant un moment, oui, puisque je n'osais pas parler. J'étais dans un mutisme total pendant plusieurs mois, suite à ma sortie de la DAS. Et oui, mes grands-parents se posaient beaucoup de questions et ils se faisaient du souci aussi, puisqu'ils se demandaient si j'étais normale, parce que je ne parlais jamais. Et puis un jour, le fait effectivement ils m'ont donné confiance en moi tout simplement, et ils m'ont donné la place. Et ça c'était énorme, ils m'ont donné une place, ils m'ont donné la place. J'étais leur enfant quelque part, et ils m'ont tout appris. Oui, progressivement, oui, ça a été progressif. Parce que en plus j'ai eu à partir des premiers temps où je suis allée au catéchisme, j'ai eu ce problème, le blocage de la prière du Notre Père. Pour moi, c'était totalement impossible de dire la prière du Notre Père, dans la mesure où, pour moi, l'image du Père, c'est une image négative. C'était l'image de la violence. C'était l'image de tout ce qui est exigence. Et pour moi, c'était incompatible. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on va m'obliger à prendre la prière du Notre Père, alors que moi, mon Père, il n'a rien fait de bien pour moi. Et j'étais, oui, assez rebelle au départ avec ça. Je ne comprenais pas. Oui, et je pense que la catéchiste qui me suivait à l'époque a dû trouver ça assez troublant, parce que je disais, je vous salue Marie, ça allait très très bien, puisque pour moi Marie c'était ma mère, ma seconde mère, mais j'ai eu souvent tendance à dire ma première mère, pour moi c'est la mère qui ne m'a jamais abandonnée, qui un jour m'a dit dans le fond d'une église, m'a fait comprendre que j'avais du prix à ses yeux. Donc pour moi, ça aussi... C'est à la DAS que vous avez eu cette expérience un petit peu. J'ai eu une première expérience à la DAS, oui, dans une petite chapelle qui était en ruine. Et là aussi, il y a eu une révélation intérieure, puisque je me suis dit, mais si la vie continue, s'il y a toujours de la vie au milieu des ruines, qu'il y a l'herbe qui pousse, les oiseaux qui chantent, mais la vie continue toujours. Alors il y a toujours, même après l'échec, après les catastrophes, la vie continue. Et je me suis dit, mais ma vie va continuer, je vais arriver à sortir de tout ça, moi aussi, je vais y arriver. Alors oui, effectivement, ça a été long. Ça a été très long. Il y a eu une quête spirituelle particulièrement intense. Avec la découverte de Sainte Bernadette aussi, parce que vous étiez à Nevers chez vos grands-parents. Alors, chez mes grands-parents, oui, en l'occurrence, puisque lorsque j'allais au catéchiste par le lycée Saint-Gildard de Nevers. Et juste en face de ce collège-lycée, il y avait il y a toujours la chasse de Sainte Bernadette Soubirous. Et je faisais le trajet 4 fois par jour. Et 4 fois par jour, c'était du spontané. Je me sentais en fait attirée, en fait comme une magnétite. En fait, je me sentais attirée. Il fallait que j'y aille 4 fois par jour. J'allais la voir. J'allais voir, comme je disais, j'allais voir ma grande amie. J'allais voir ma copine. Parce qu'il y avait avec elle en fait que je pouvais parler, que je pouvais me confier. Au départ, en fait, je me demande souvent si elle n'a pas été en fait la première confidente de ma vie par rapport à tout mon vécu. Oui, parce que je me demande souvent ça. Parce que je lui disais tout. À votre mamie, vous ne l'avez pas dit? Non. Et je voulais lui dire. Ouais. J'ai fait des tentatives, et puis je me rendais compte que déjà très tôt, je me rendais compte que ça allait être compliqué, parce que une victime d'inceste, il faut comprendre que quand elle est dans cet univers de violence, elle veut échapper à la violence. Et donc, elle ne fera jamais les choses par violence dans la vie. Donc, elle va toujours essayer d'épargner son entourage. Elle veut pas briser, elle veut pas faire souffrir.
Donc, elle va épargner. Et on est un petit peu, en tant que victime d'inceste, le fait de se taire, justement, de ne pas le dire, c'est justement, on se place en fait un peu comme l'agneau sacrifié. Et de fait, on voit dans le livre que ce secret vous écrase, littéralement. Il vous écrase, que vous avez envie de le dire, et que finalement, vous ne le dites à personne. Enfin, il faut attendre extrêmement tard pour que ce secret soit révélé. Alors, vous passez quelques années merveilleuses, première communion, baptême, profession de foi par la grâce de ses grands-parents. Vous avez 15 ans quand votre maman décide de vous reprendre à nouveau. Oui. Vous retrouvez votre fratrie à cette occasion-là. Oui. Comment est-ce que vous allez vivre ces retrouvailles ? Au départ, je pense que ça va être super, quoi, comme tout enfant qui imagine toujours que ça va être mieux ailleurs. Que c'est toujours voilà. Et puis c'est vrai que mes frères et ma sœur m'ont tellement manqué pendant des années que je me faisais une joie immense de les retrouver. Et puis c'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque ma sœur d'emblée m'a fait comprendre que ils étaient 3 et pas 4. Donc j'arrivais là un peu, comme je le dis dans mon livre, comme un cheveu sur la soupe. En gros, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu viens nous prendre notre air, en fait. Et ça a été relativement compliqué au niveau de la fratrie. Compliqué aussi avec maman, puisqu'il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas de dialogue. Tout ce qui concernait ma vie d'adolescente, ça ne semblait pas la préoccuper plus que ça. Donc, non. Alors, oui, c'est vrai que lorsque je suis repartie vivre chez mes parents, enfin chez ma mère, à un moment donné, je n'ai plus du tout pensé à lui faire la moindre confidence sur ce qui était arrivé par le passé, puisque je voyais que ça servait à rien, puisque à la limite j'étais invisible. Je me disais bon, puis il y avait toujours cette phrase du passé qui revenait. Oui, elle pleure, elle ne sait même pas pourquoi elle pleure. Alors je me disais, si je dis ça, je vais vraiment passer pour une folle, comme on dit mes bourreaux. Je passais pour une folle. Et puis à quoi bon ? Et puis on se dit bon, c'est du passé. C'est comme on dit souvent dans notre société, faut tourner la page. Allez, avance. Et qu'est-ce qui va vous faire sortir du coup de votre mutisme ? Et à partir de quel âge ? À partir de quel âge vous allez commencer à l'âge adulte. C'est-à-dire à 35 ans. À 35 ans. 35 ans, alors j'étais remariée, puisque mon premier mari, effectivement, j'étais pas prête au mariage. Il y a eu énormément de difficultés au niveau sexuel, puisque moi, la peur des hommes était quand même relativement présente, omniprésente même, je dirais. Et donc toute relation conjugale, relation physique avec mon partenaire était très très compliquée. Et c'était un homme qui ne comprenait pas. Donc ça passait de l'état de violence verbale à la violence physique. Donc j'avais l'impression de retrouver tout mon contexte d'enfance. Et ça, à un moment donné, ça a été trop. Et j'ai eu la force de dire non. Donc, par la suite, je me suis remariée religieusement cette fois, parce que la première fois, je n'étais pas mariée à l'église. Et mon mari, la première chose qu'il m'a dit quand on s'est connus, et ça m'a particulièrement interpellée, m'a dit « Mais tu sais, un couple ne peut durer que s'il y a un dialogue, s'il y a un partage, s'il y a la confiance. » Et ça, pour moi, c'était vraiment... pour moi, c'était vraiment un raisonnement que je n'avais jamais... J'avais pas l'habitude d'entendre ce genre de choses. Il m'a effectivement mis en confiance. Et petit à petit, j'ai parlé, j'ai dit les choses. Et donc c'est à lui que vous avez raconté les choses. Et c'est à lui que j'ai... Oui, en dehors de Sainte-Bernadette, dans le silence de la prière, oui, je pense que c'est la première personne à qui j'en ai réellement parlé. Et après ça, vous allez prendre la décision, enfin, de dire les choses à votre mère, alors pas de vive voix, mais en lui écrivant. Oui. Alors qu'elle est à l'article de la mort, elle est atteinte. Je ne le savais pas. Ah d'accord. Je ne le savais pas du tout. En fait, je lui ai envoyé... en fait, c'était... à la base, le livre « Sois gentil » était une lettre. C'était une lettre adressée à ma mère. Et c'était une lettre d'amour, en fait. C'était une lettre pour lui dire « Maman, je t'ai toujours aimée, tu m'as toujours manqué, mais tu peux compter sur moi, je suis là. Et je t'aimerai toujours. » Mais c'était en même temps pour lui dire, voilà, tu es passé à côté de moi parce que voilà ce qui m'est arrivé. Alors j'ai essayé de le dire avec les mots les plus justes et les plus délicats possibles. Mais
Je lui ai envoyé cette lettre en février 2001. Et en décembre de la même année, elle est décédée. Alors, à l'époque où j'ai envoyé, je ne savais absolument pas... Vous étiez brouillée. Je n'avais pas de nouvelles déjà depuis pas mal de temps, ça faisait à peu près 2 ans. Et puis, j'avais une très bonne amie qui me disait tout le temps, à qui j'en avais un petit peu parlé, qui m'avait dit, mais tu sais, à force d'être torturée comme ça dans ta vie, tu passes à côté de ta vie, tu souffres et tu fais souffrir ceux qui t'aiment. Et ça aussi, ça a été le déclic. Et je me disais, j'ai pas le droit de faire souffrir ceux qui m'aiment. Voilà, il y a toujours, en fait, c'est toujours une question d'amour, quelque part. Et elle m'a conseillé, elle m'a dit, écris à ta mère. Donc j'ai écrit cette lettre, et elle est décédée quelques mois après. Donc là, par contre, le reste de la famille s'est chargé de... Elle a réagi comment déjà? Vous avez je n'ai jamais eu de réaction. Vous ne savez pas quelle a été la réaction? Jamais. En revanche, le reste de la famille s'est déchaîné. Oui, oui. Moi, quand j'attendais en fait une réaction de la part de ma mère qui n'est jamais venue. Et lorsque je suis allée la voir à l'hôpital, quelques jours avant son décès, c'était une autre personne. On avait l'impression que dans la souffrance, le masque était tombé et qu'elle se montrait telle qu'elle était. Et elle m'a dit une parole très juste, elle m'a dit « On n'a pas su se parler, on n'a pas su se comprendre. Tu n'as pas à me demander pardon. » Voilà. Mais la famille, en l'occurrence, s'est complètement déchaînée sur moi et on m'a carrément dit « Mais tu te rends pas compte avec ce que tu as dit à maman sur ta lettre, tu l'as tuée. » Et là, c'est une seconde souffrance. Là, c'est terrible. Parce qu'on se dit, en fait, on se tait toute sa vie par respect, justement, parce que le non-dit est une forme de respect, quelque part. On se tait toute sa vie par respect pour la famille, pour maman, pour ne pas heurter, pour ne pas blesser, pour ne pas choquer. Et au moment où il faut vraiment parler, parce qu'on se pourrit la vie et puis qu'il n'y a pas de raison de pourrir sa vie et celle de ceux qu'on aime, au moment où on commence à le dire, tout vous tombe dessus. Tout retombe dessus. En fait, de victime, on passe à coupable. Et ça, c'est terrible. C'est comme si vous étiez passé à la guillotine. En gros, vous n'êtes plus rien, quoi. En gros, voilà, on m'a traité de criminel. On m'a dit, voilà. Et ça a été très lourd. Est-ce que vous avez pu aller jusqu'à une action en justice contre votre père et votre oncle? Non, j'ai mis un certain temps. J'ai mis longtemps après le décès de ma mère. Et quand je me suis enfin décidée, je suis allée dans une gendarmerie. Il y avait une gendarmette qui m'a reçue et qui m'a fait comprendre, gentiment quand même, mais bon, elle m'a fait comprendre que, vu le temps, j'avais passé la prescription. Qui est de 30 ans, 35 ans pour les filles? 20 ans. 20 ans. Ça, c'est un de vos combats aujourd'hui. Oui, alors la prescription, il faut savoir que ça signifie que, passé un certain délai, il n'est plus possible de poursuivre en justice l'auteur d'un crime ou d'un délit. Et là, moi c'est mon combat actuel, puisque j'essaye de faire comprendre à nos élus, à nos gouvernants, à la justice, que cette loi sur la prescription est en total décalage avec la réalité des faits, dans la mesure où il faut tellement de temps pour en parler, puisque justement, la victime d'inceste va se taire dans un premier temps parce qu'elle a la menace déjà de ses bourreaux, des coupables, et dans un second temps parce qu'elle veut épargner son entourage. Elle sait très bien que si elle va parler, ça va faire l'effet d'une bombe et que ça va détruire, non seulement ça nous détruit nous en tant que victimes, mais ça peut aussi détruire l'entourage. Donc on a cette conscience-là. En fait, on a une conscience humaine. Contrairement à nos bourreaux, nous, on a une conscience humaine. Et donc, on a ce besoin d'épargner. Et la loi de la prescription, pour moi, la prescription, c'est un abus de silence, c'est un suicide social et en même temps, c'est un passeport pour le viol. Ça veut dire, le père, l'oncle ou n'importe de la famille, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer. Parce que ces gens-là savent très bien que l'enfant ne parlera pas. Ou alors, il parlera, mais longtemps après. Valérie, malheureusement, on va devoir terminer cette émission. Oui. C'est toujours trop court. Vous n'avez jamais eu de nouvelles de votre père et de votre oncle. Je précise ceci. Dans votre livre, vous décrivez merveilleusement tout ce que cet inceste épouvantable a produit en vous. Tentative de suicide, hôpital psychiatrique, toutes les difficultés de construction personnelle, échecs scolaires, etc. Enfin, le livre vraiment explique très bien tout ce que cela entraîne chez l'enfant.
Je vais rappeler donc que ceux qui veulent découvrir votre témoignage peuvent le faire en achetant ce livre, publié aux éditions Au Verseau, Sois gentille. Il y a un site internet www.soisgentille.123siteweb.fr. Vous militez dans différentes associations, dont notamment l'Association internationale des victimes d'inceste, AIVI, qui a aussi son site www.aivi.org, qui est donc le site de cette association. Vous militez aussi pour une autre association qui s'appelle Vivre, Soleil, Renaître, et qui est plus basée dans le Vaucluse. Oui, alors je voulais dire par rapport à l'association AIVI, mon livre a été présenté par l'association AIVI au mois de novembre l'année dernière à la commission des lois de l'Assemblée nationale, justement en vue que soit réétudiée cette loi de la prescription. Voilà. Merci beaucoup Valérie d'avoir accepté de témoigner comme ça dans cette émission. Ceux qui veulent revoir cette émission ou la recommander à leurs amis peuvent le faire. Elle est disponible sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.